Avant-propos. Dès notre naissance, nous avons soif d'apprendre. Mais curieusement, une fois que nous pensons en savoir suffisamment, nous devenons résistants aux nouvelles idées, surtout si elles remettent en question ce que nous avons appris. Dièse 1. Je n'étais pas vraiment sûr que commencer avec un si petit journal aurait l'impact que je recherchais. Néanmoins, il a fallu commencer par la communication, et compte tenu de l'échec des réseaux sociaux, la méthode traditionnelle, c'est-à-dire la presse écrite, pourrait être la seule approche valable. Je suis entré par la porte, chargé de ma mallette en cuir. Je savais que le porter me donnait un certain air de vendeur d'encyclopédie, ce qui pouvait nuire un peu à ma crédibilité, mais tout doute à mon sujet disparaîtrait après avoir fait la démonstration de l'appareil que j'avais avec moi. J'ai poussé sans effort la vieille porte en aluminium gris du bureau du journal, remarquant une pancarte indiquant entrée sans frapper sur un papier usé et brunâtre, visiblement vieilli après des années d'accrochage là. Je m'arrêtai un instant dans le hall. Il s'agissait d'un bureau avec peu de lumière naturelle et un éclairage fluorescent, dont le besoin de remplacement était mis en évidence par les différentes tonalités de couleurs fournies par ces lampes. Les meubles étaient également vieux et les murs avaient besoin de plus que de la peinture. Ils ont nécessité une rénovation complète de leur surface, malmenée par les habituels coups de chaise. Aucun des 5 journalistes ne semblait remarquer ma présence. Au fond de la salle, se trouvait une longue table servant de réception aux clients. Derrière la table se cachait un homme qui n'avait plus que quelques années avant sa retraite, avec des cheveux hirsutes et une chemise classique en tissu épais à carreaux rouges qui rendait hommage à la température glaciale de ce bureau. Je me suis approché du comptoir et j'ai attendu quelques secondes la réaction de l'employé. Mais sa lecture me paraissait plus intéressante que ma présence. Alors, j'ai décidé de prendre la parole. Bonjour. Je voudrais m'entretenir avec un journaliste qui couvre l'actualité scientifique, dis-je, doutant d'aller trop loin en me montrant aussi exhaustif dans les compétences recherchées. Nous n'avons aucun journaliste spécialisé dans le domaine scientifique, s'est-il moqué. Qu'est-ce que tu vends ? Demanda-t-il en perdant à nouveau le regard dans le magazine qu'il tenait entre ses mains. Excusez-moi, je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. J'ai une invention que j'aimerais communiquer, et il m'a semblé que votre journal pourrait être. Je m'arrêtais en scrutant les installations décrépites, une bonne option ? Dis-je avec un certain sarcasme. J'ai toujours aimé ce genre de jeu conversationnel. Découvrir jusqu'où va la patience d'une personne dans le va-et-vient d'une discussion. Je ne suis pas sûr que ces sujets intéressent nos lecteurs, a-t-il répondu froidement. Je vous garantis que ce sujet vous intéressera. Écoutons-le, dit-il avec une certaine lassitude dans la voix en fermant le magazine. Ah. Alors, vous êtes journaliste ? Ai-je demandé ironiquement. Avec un geste de réticence, le réceptionniste soupira en s'adossant au dossier de son ancienne chaise, qui, j'aurais parié, ne résisterait pas à bien d'autres assauts avec ce corps sur le dessus. Marthe, s'exclama-t-il en s'adressant aux portes entr'ouvertes d'un bureau du fond. Une femme, trop jeune à mon avis pour être journaliste avec l'expérience dont j'avais besoin, est apparue derrière une porte et s'est approchée de la réception. Dis-moi, demanda-t-elle avec lassitude, sans jamais me regarder. J'ai été surpris par le traitement formel ou staid qu'elle a utilisé avec quelqu'un qui, à mon avis, devrait être son subordonné. Cet homme dit qu'il a une actualité qui pourrait nous intéresser. D'accord, répondit-elle en tournant son visage vers moi. Bonjour, dis-je cordialement. Je m'appelle Xen. En la regardant de plus près maintenant, je m'étais peut-être empressé d'estimer son âge. Sa tenue, quelque peu dépareillée et même je dirais jeune en raison de la jupe plissée qu'elle portait, m'avait indiqué un âge plus jeune que ce qu'elle paraissait maintenant, à seulement 50 centimètres. Peut-être ajouterais-je 10 années de plus à mon intuition initiale. S'il te plaît, viens avec moi, dit-elle précipitamment en se tournant sur son pied gauche comme une danseuse de boîte à musique, révélant le vol de sa jupe plissée d'écolière. J'ai suivi la jeune femme jusqu'à ce qui semblait être une salle de réunion négligée. À son comportement presque automatique, j'ai compris qu'elle travaillait au journal depuis un certain temps et que c'était une action courante dans sa vie quotidienne. De toute façon, je saurais bientôt si elle pouvait être d'une quelconque aide. Elle ne s'est pas assise avant moi, ce qu'elle a pris comme un signal pour ramasser l'un des nombreux stylos usagés posés sur la table et un petit cahier qu'elle avait emporté avec elle tout ce temps sans que je m'en aperçoive. Elle vérifia le fonctionnement du stylo sur une des pages et, voyant qu'il fonctionnait, parla précipitamment. Alors, quelle nouvelle voulais-tu nous annoncer ? Dièse 2. Le ciel du campus s'est levé avec la même sérénité que les autres jours. Cette fois,
j'ai décidé de faire la présentation dans un forum plus sélectif. Mon objectif était de démontrer aux scientifiques, aux ingénieurs et aux étudiants. Je savais qu'ils chercheraient des moyens de démanteler mon invention, mais je savais aussi que cette journée changerait leur compréhension de la science qu'ils avaient étudiée. Le lieu choisi pour la manifestation était un petit auditorium universitaire. Ces vieux stands en bois me semblaient très cinématographiques. L'appel avait été assez chargé. En partie grâce à Martha qui m'a permis de choisir le titre énigmatique des nouvelles publiées par son journal, qui était affiché sur les murs de l'université. Je cherchais à avoir un impact direct sur le public à l'esprit scientifique, j'ai donc utilisé les mots justes pour attirer leur attention, l'atome carrier mettra fin au transport par pipeline. Dièse 3. Je pense que je ne comprends pas vraiment ce que vous essayez de communiquer avec ce titre, a déclaré Martha. Vous savez que le transport, répondis-je en me penchant au-dessus de la table, particulièrement celui des marchandises, est un grand problème pour l'humanité depuis ses débuts. Bien que de nombreux commerçants aient fait fortune grâce au transport, l'incapacité d'acheminer l'eau vers des zones inaccessibles a provoqué des sécheresses qui ont pratiquement fait mourir de faim des millions de personnes. Lorsque j'ai conçu l'atome carrier, je savais que son utilité dépasserait tous les doutes sur son fonctionnement. Excusez-moi, d'où vient ce nom ? Demanda Martha, confuse alors qu'elle arrêtait de griffonner dans ses notes. Ne vous inquiétez pas, vous comprendrez bientôt. L'atome carrier est un appareil capable de déplacer des atomes d'un endroit à un autre, grâce à deux concepts, la superposition et l'intrication quantique. Je pense que tout cela me dépasse, dit-elle en fronçant les sourcils alors qu'elle abandonnait finalement ses notes. La base est simple. Chaque élément peut être décomposé en atomes, mais cela n'a rien à voir avec le fait de décomposer quoi que ce soit pour ensuite le reconstruire, mon équipe déplace les atomes d'un point à un autre. Dièse 4. Alors que l'auditorium se remplissait, j'ai revu mentalement la présentation que j'avais prévue. Connaître l'importance de garder l'attention du public sur le but de l'appareil m'a fait sourire. Avoir un forum scientifique pour moi tout seul n'était pas habituel. Ce type de public ne montre généralement pas d'intérêt pour les communications en dehors de ses canaux habituels. La communauté dite scientifique préfère toujours que les avancées se développent progressivement, sans saut significatif, en série et non en parallèle. Ils préfèrent que ceci passe à travers plusieurs filtres. Mais j'étais prêt à leur proposer quelque chose de complètement différent, un saut qualitatif. Au lieu d'une avancée sinueuse et progressive, je présenterais un énorme bond en avant dans la connaissance, laissant derrière moi de vastes territoires inexplorés. Je ne parlais pas d'une évolution qui se déroulerait sur des années. Il s'agissait d'une métamorphose monumentale, qui a sauté des décennies de progrès et s'est produite en un clin d'œil éphémère et percutant. Et c'est précisément ce saut monumental qui était le problème lui-même. Bonjour, dis-je sans regarder le public, qui s'était immédiatement calmé en me voyant avancer vers la table. Merci d'avoir répondu à cet appel. J'aimerais que vous prêtiez attention à l'un des problèmes qui ont le plus entravé l'évolution de l'humanité. Un homme âgé avec une barbe grise s'est levé de la première rangée de sièges semi-circulaires, interrompant mon discours. Avant de commencer vos tricks, je veux que vous sachiez que nous avons vu vos vidéos, a-t-il déclaré avec agitation. Vous devriez avoir honte de les qualifier de scientifiques. Ils sont ridicules et absurdes. Que recherchez-vous vraiment si vous vous qualifiez de scientifique ? Dit-il en insistant durement sur le mot scientifique. Excusez-moi, je n'ai à aucun moment dit que j'étais un scientifique, répondis-je d'un ton paternel, regrettant immédiatement mes propos. Ne me parle pas sur un ton bienveillant, a-t-il crié, incapable de contenir la salive éclaboussant la table qui nous séparait, ainsi que de l'empêcher de me frapper de colère. J'ai consacré ma vie à un métier que j'aime et surtout que je respecte. Un travail constant basé sur l'effort de chaque découverte. Vous et votre proposition charlatan êtes pour le moins embarrassant pour notre communauté. Cria-t-il, presque essoufflé alors qu'il rassemblait ses affaires. Je ne veux pas être cynique, mais ces commentaires m'importaient peu. Cependant, j'ai été surpris de voir à quel point la réprimande était virulente. Le vieux scientifique a continué à réprimander mon travail tout en rassemblant ses affaires et en quittant la pièce en colère. Numéro 5. Excusez-moi, représentez-vous une association ou une entreprise scientifique ? Martha a demandé avec quelques doutes. Je vous représente, ainsi que tout citoyen qui sait qu'il existe des besoins que la science actuelle ne peut pas résoudre. Eh bien, je comprends que si cela ne les résout pas, c'est parce que, pour l'instant, ce n'est pas possible de les résoudre, a-t-elle déclaré. La science ne les résout pas parce que la science actuelle ne peut être qualifiée que d'immature. Vos scientifiques sont liés par des règles,
Anti-quantique, pensais-je dire, mais peut-être que ce jeu de mots la confondrait plus qu'il ne l'aiderait à se débarrasser. Lumière sur la proposition que j'avais en tête, dépassée, dis-je finalement. Et ces règles dans lesquelles ils sont éduqués les empêchent d'ouvrir leur esprit à quelque chose de radicalement différent. Ils ne sont pas capables d'inventer en utilisant une pensée divergente. Observer les ombres sur le mur et croire que ces ombres représentent la réalité. Vous voyez, je suis toujours perplexe devant votre préférence de ne pas publier un fait aussi important, comme vous l'appelez, dans une revue scientifique reconnue, dit naturellement Martha. Il ne me croirait pas au départ, et les démarches pour le publier pouvaient varier de quelques mois à plus d'1 an. Martha regardait avec étonnement ma véhémence, mais je m'en fichais du tout. Prenant des notes dans son cahier, elle m'a fait comprendre qu'elle acceptait mon discours. Je devrais soumettre un manuscrit, ai-je poursuivi, il y aurait une évaluation préliminaire appelée évaluation par les pairs, afin que d'autres experts puissent donner leur avis, j'ai souligné ce mot d'un ton moqueur, tenez compte des commentaires des évaluateurs, qui n'auraient aucune idée de ce qu'ils lisaient, et soumettrait à nouveau le manuscrit. Je serais complètement à la merci d'un système qui ne recherche pas la créativité scientifique, mais un jeu de pouvoir interne qui ralentisse et bureaucratise les processus jusqu'à ce qu'ils deviennent inefficaces. Il se protège dans la recherche de la véracité en essayant d'empêcher que de fausses découvertes soient considérées comme vraies, mais ce système ne fonctionne pas. Des revues scientifiques prestigieuses ont dû retirer des articles publiés pour diverses raisons, telles que des erreurs dans les données, des problèmes méthodologiques ou, dans les cas extrêmes, des fraudes scientifiques. Il existe même des publications dont les articles sont payés par leurs propres auteurs. Leur système rigoureux, je l'ai encore souligné, d'évaluation par les pairs ne fonctionne pas car il privilégie la sécurité illusoire apportée par l'examen de plusieurs scientifiques au lieu de lui permettre d'être une source de créativité pour d'autres. Pourtant, vous devez comprendre que les doutes qu'il soulève pourraient être plus que raisonnables. Je comprends que vous êtes une personne extérieure à la communauté scientifique, donc il ne trouve aucune référence à vos travaux antérieurs, ni récompense ou mention. Ai-je raison? Mettre moi-même à votre place, je douterais probablement aussi de vous, a déclaré Martha, d'une manière que je pensais être exacte. C'est là le cœur du problème. L'importance doit résider dans la contribution, et non dans la personne. Ils sont aveuglés par ma silhouette et ne se soucient pas de ce que je leur propose. Ils se moquent de moi, me disant de consacrer ces découvertes à un scénario de science-fiction. Vous voyez, à un autre niveau, le Dr Hardplin, un ingénieur électricien qui jamais publié dans aucune revue scientifique mais avait une imagination non limitée par ses études, conseillait sur la création de toute la magie qui a inspiré une célèbre série télévisée des années 1980, Star Voyage. Les communicateurs transformés en téléphones portables, tablettes électroniques, traducteurs universels, 3D l'impression, la technologie tactile ou les écrans plasma sont nés d'esprits créatifs qui parient sur un besoin intellectuel plus que sur un fait scientifique, changer la vie des gens. Et c'est le but de mon invention, changer la vie des gens pour le mieux. Votre science, j'ai souligné qu'il est en retard par rapport aux besoins de l'humanité. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas un scientifique, j'essaie juste de vous aider. Aidez-nous? Répéta Martha, doutant car elle avait depuis longtemps oublié ses notes dans le cahier pour y prêter le plus d'attention possible. J'ai fait une pause pour trouver une réponse adéquate à mon erreur. Parce que je suis conscient de l'importance de ce que je vous propose, dis-je avec la plus grande honnêteté possible. Dièse 6. J'ai demandé à l'huissier le plus proche de la porte de tamiser les lumières de l'auditorium. J'ai posé ma mallette en cuir sur la table et j'en ai sorti 2 fines boîtes violettes brillantes, que j'ai délibérément posées lentement sur la table. Aujourd'hui, commençai-je en m'arrêtant brièvement pour m'assurer d'attirer l'attention de tout le monde, je présente quelque chose qui remettra en question vos perceptions habituelles. La littérature suggère souvent qu'une technologie suffisamment avancée est impossible à distinguer de la magie. Ce que j'ai ici, continuai-je en faisant un geste vers les boîtes mystérieuses, pourrait être aussi proche de la magie que vous n'en avez jamais vu. Lentement et avec des précautions inutiles, j'ai sorti simultanément 2 appareils, à 2 mains de leurs boîtes respectives. 2 octogones vert turquoise de 8 cm de diamètre encadrant une grille micro perforée noire mat hypnotique. C'était mon invention, le porte-atome. J'ai placé les 2 appareils sur 2 petits trépieds, les tenant en l'air à environ 30 cm de haut. Initialement, les 2 octogones étaient tournés vers le public, pour être appréciés. Les flashs de l'appareil photo ont contribué à créer le drame que je recherchais. J'ai ensuite tourné les 2 appareils vers la table. J'ai placé un récipient en verre sous chaque appareil. Cela aurait pu paraître ridicule,
mais j'aurais apprécié un peu de musique pour mettre l'ambiance à ce moment-là. J'ai commencé à verser de l'eau d'un pichet sur l'appareil à ma droite. Naturellement, l'eau le traversait comme un filtre et tombait dans le récipient en verre correspondant. Après quelques secondes de normalité, j'ai activé l'appareil depuis mon bracelet caché, déguisé en montre à mon poignet. Immédiatement, l'eau qui passait naturellement à travers l'octogone correspondant a cessé de le faire, sortant plutôt du dispositif adjacent. Un murmure sourd grandit parmi les participants. Dièse 7. Excusez-moi, avez-vous dit que votre appareil téléportait l'eau d'un appareil à un autre, juste comme ça? A demandé un jeune journaliste. J'étais habitué à ce genre de questions posées avec un scepticisme total. Tu n'as pas à cacher ton incrédulité. Je ne le cache pas, dit-elle froidement, mais honnêtement, je pense que vous n'êtes pas au bon endroit pour votre annonce. Est-ce que je ne vous raconte pas l'une des découvertes scientifiques les plus importantes des siècles derniers? Ne pensez-vous pas qu'elle devrait être de notoriété publique? Croyez-le ou non, notre journal est dédié à l'actualité locale, se concentre sur le quartier, et ce que vous me dites est à peine compréhensible pour moi, donc je ne pense pas non plus que ce serait le cas pour nos lecteurs. Je vois que vous avez une mauvaise opinion de vos lecteurs. Soyons clairs. Je ne sais pas si vous cherchez à faire connaître votre invention gratuitement, alors je vous le demande directement. Qu'attendez-vous de nous? N'avez-vous pas pensé à créer un site internet simple et à le mettre mis en vente? Dit-elle brusquement. Ces paroles ont commencé à me mettre en colère et m'ont fait comprendre que cela n'allait peut-être pas non plus être la formule du succès. Je n'arrive pas à leur faire croire à l'invention, ai-je admis. J'ai besoin que quelqu'un d'autre l'essaye et atteste de son utilité. Et quelle est son utilité? Elle a demandé. Vous ne le voyez pas? Ne réalisez-vous pas qu'on pourrait soulager les besoins en eau de populations entières? Comment comptez-vous répondre aux besoins en eau de la planète avec un télérobinet? Dit-elle sérieusement. Cet appareil, dis-je en souriant à sa plaisanterie particulière, est disponible dans des tailles très différentes. Celui-ci est juste à titre de démonstration. Écoutez, je pense que c'est trop pour notre journal et même pour moi. Je n'ai jamais été un grand connaisseur de sujets scientifiques, et cela dépasse ma compréhension. Eh bien, c'est le problème et en même temps la solution. J'ai besoin de quelqu'un comme vous, sans aucune connaissance préalable, pour l'expliquer à vos lecteurs de manière à ce qu'ils puissent comprendre l'ampleur de The Atom Carrier, et publier un appel ouvert à scientifiques et autres médias pour le voir en direct. Dièse 8. Dans la salle universitaire, la rumeur des scientifiques était incessante. Je me sentais comme un magicien dont les tours étaient surveillées sans relâche, comme si la possibilité que ce à quoi ils venaient d'être témoins était réelle était inexistante. Ils étaient convaincus qu'il y avait une astuce derrière cela et ont donc soigneusement examiné chaque mouvement que j'avais effectué, à la recherche du tour de passe-passe qu'ils pensaient que j'employais. Je peux le répéter si tu veux. J'ai réalisé trop tard l'erreur dans mes propos. Répète? Dit l'un des scientifiques sans se lever de son siège. Pour voir si nous pouvons comprendre le truc cette fois-ci? Quelques rires suivirent. J'avais été imprudent dans ma phrase, les incitant à un commentaire sarcastique qu'ils n'hésitaient pas à exploiter. Comprenez-vous vraiment ce que je vous montre? La profondeur du changement de paradigme que représente cette découverte. Le même scientifique se leva de sa chaise et se dirigea vers la table où j'avais dédaigneusement installé la démonstration. Voulez-vous nous faire croire que vous avez développé une technologie qui transporte des fluides d'un point à un autre, juste comme ça? Sans aucun apport d'énergie externe apparent? Son attitude devenait agressive envers moi. Oui, répondis-je, sachant que ma réponse ne calmerait pas son empressement mais provoquerait plutôt l'effet inverse. Eh bien, permettez-moi de voir votre astuce de près, dit-il en versant de l'eau sur le transporteur initial, qui, de toute évidence, n'étant pas activé, finit inévitablement par se disperser sur la table. Et maintenant, que s'est-il passé? Dit-il en continuant à verser de l'eau sur la table. Des rires silencieux et moqueurs remplissaient la salle universitaire. J'ai regardé l'une des caméras enregistrant la présentation et j'ai réalisé un autre échec. Dièse 9. La salle de réunion de la rédaction était faiblement éclairée, donnant un certain halo mystérieux aux 2 octogones de The Atom Carrier que j'avais sortis de ma mallette. Donc, si nous avions un modèle à plus grande échelle, pourrait-il aussi transporter des personnes? Demanda Martha avec un certain doute. Pas exactement, à moins que nous liquéfions la personne que vous souhaitez transporter, bien sûr. Ma plaisanterie a visiblement déplu à Martha. Vous voyez,
l'atome carrier est un appareil qui utilise la manipulation quantique pour transporter des molécules simples et séparées, comme celles de liquides de densité supérieure ou inférieure. Le carrier se compose de deux parties principales, une structure externe appelée octogone enveloppant avec une membrane poreuse. En son cœur, dis-je en désignant chaque partie. L'octogone enveloppant est un accélérateur de particules miniaturisées qui dynamise et stabilise les molécules qui le traversent. De plus, cette structure régule la capacité d'absorption de la membrane poreuse, qui se trouve au centre du dispositif. La membrane poreuse, quant à elle, est composée de nanotubes de carbone qui servent de canaux de transport aux molécules du liquide. Lorsque les molécules entrent en contact avec la membrane, elles sont décomposées en composants subatomiques et entrent dans un état de superposition quantique, leur permettant d'être instantanément transférées à travers l'espace vers le dispositif secondaire, l'octogone de destination. Dans ce deuxième octogone se trouve une autre membrane poreuse similaire qui réassemble les molécules à partir de leurs composants subatomiques. Grâce à ce processus d'intrication quantique, le liquide entre dans un cerceau et sort par l'autre, permettant ainsi la téléportation quelle que soit la distance. Du point de vue du liquide, celui-ci a simplement traversé une porte reliant deux points de l'espace. Cependant, ce processus ne fonctionne pas avec les corps solides, comme le corps humain, en raison de leur nature et de leur structure moléculaire. Contrairement aux liquides, les solides ont une structure moléculaire plus rigide et ne possèdent pas la même capacité à s'écouler et à s'adapter aux espaces confinés. C'est comme être capable de déplacer des mots individuels d'un livre, mais pas le livre entier. Pensez au filtre dans une buse de robinet. L'eau peut passer à travers, mais si vous essayez d'y passer le doigt, c'est impossible, non? Cela est dû à la cohésion de ces molécules et particules. Croyez-moi, je ne comprends pas bien ce que vous me dites. Il ne s'agit pas de le comprendre ou non, ce qui compte c'est que vous trouviez son utilité. Je me suis arrêté en m'adossant au dossier de ma chaise et j'ai sorti mon téléphone portable de la poche de mon pantalon. Vous utilisez quotidiennement les directions GPS sur votre mobile, dis-je en agitant mon téléphone en l'air, et vous ignorez les concepts scientifiques complexes nécessaires à une telle fonction, comme la mécanique de l'orbite des satellites, la relativité générale et restreinte d'Einstein, la calcul des temps de transit des signaux radiofréquences et triangulation pour déterminer la position exacte sur Terre. Malgré la complexité de ces concepts et technologies, vous suivez simplement les instructions fournies par votre appareil sans vous soucier de la science qui les sous-tend. Les gens qui vivent sur cette planète, c'est que les inégalités générées par le fait de vivre dans une partie ou une autre du monde disparaissent grâce aux porteurs d'atomes. Le hasard de naître dans une région du monde aux ressources naturelles abondantes ou dans une région rare d'entre eux est équilibré grâce à ce dispositif. La dépense absurde de ressources qu'implique le transport de tonnes de pétrole de l'Arabie vers l'Europe par des pipelines, ou des tonnes d'eau transportées quotidiennement par des canalisations et des aqueducs comme si nous étions encore des Romains, avec la perte massive d'eau et d'énergie que cela implique, disparaît grâce à le porteur d'atomes. Et d'où vient l'énergie nécessaire au processus ? Demanda-t-elle avec une totale perplexité. Je me suis adossé à ma chaise, me préparant pour le deuxième tour. #10. J'ai quitté les lieux en direction de l'ancien entrepôt industriel qui me servait de refuge. J'ai décidé de marcher pour avoir un peu de temps pour réfléchir. Mon explication n'a pas semblé très convaincante à la journaliste, qui a pourtant promis d'écrire quelque chose à ce sujet. Je n'aurais jamais imaginé que dire la vérité serait aussi compliqué. La tâche consistant à transmettre une histoire véridique et à persuader les autres de son authenticité peut être un défi, en particulier lorsque les événements décrits sont extraordinaires ou non conventionnels. Trouver le bon équilibre entre honnêteté et persuasion peut être un art en soi. Jusqu'à présent, toutes mes tentatives pour communiquer l'invention avaient été un échec. L'abondance d'informations dont dispose l'humanité avait fini par la saturer. Trop de sources auxquelles s'abreuver, trop de réalités auxquelles il faut prêter attention. L'humanité avait cessé d'analyser et de déterminer quelles informations étaient vraies et lesquelles étaient fausses. Ils l'ont simplement absorbé sans poser de questions. Ils étaient devenus de simples consommateurs d'informations, ne se souciant pas de discerner la réalité de la fiction, n'analysant pas la source, acceptant tout ce qui leur était présenté, comme un état de superposition quantique de croyances et de scepticisme à la fois. Ce qu'ils appelaient la réalité des réseaux sociaux était un kaléidoscope de situations, comiques, terrifiantes, dangereuses et heureuses, peuplant les applications qui nous maintenaient désormais unis en tant qu'humanité. La fin de l'esprit critique, le début d'un nouvel esclavage ? Tout en marchant, j'ai vérifié sur mon téléphone portable l'évolution de mes publications. S'il y avait de nouveaux points de vue, de nouveaux commentaires. Ce faisant,
j'ai réalisé que cet acte pouvait paraître incongru avec ma réflexion sur l'esclavage, mais j'étais le surveillant des esclaves, même si peut-être je me trompais puisque je commençais à avoir un réel besoin de savoir ce qu'ils disaient de mon invention, ce que les gens pensaient. Mais le nombre de vues et de commentaires était similaire à celui de la dernière fois. Mes tentatives pour révéler mon invention au monde n'ont pas fonctionné. Les gens ne croyaient pas à mes vidéos, et ceux qui le croyaient ne comprenaient pas son importance. Je n'avais pas d'autre choix que de passer à mon plan secondaire, la démonstration. J'avais besoin de faire une démonstration qui aurait un impact sur la société mondiale. Une démonstration de force fluidique qui ne laisserait aucun doute sur son utilité. J'avais de nombreuses options entre les mains, comme des lacs importants à partir desquels je pouvais transférer leur eau jusqu'à les décimer, démontrant ainsi la puissance de l'appareil. Le brutal lac Baïkal, par exemple, en Sibérie russe, le lac d'eau douce le plus profond et le plus volumineux du monde, dans lequel plus de 4 tours Eiffel pourraient être placées les unes sur les autres depuis son point le plus profond, ou avec lequel nous pourrions même approvisionner de l'eau à l'ensemble de la population d'un pays comme l'Espagne depuis plus de 500 ans. Ou encore le lac supérieur, en Amérique du Nord, qui, bien que moindre en volume, serait plus marquant dans les médias. Mais les dégâts sur l'écosystème seraient grands, et la répercussion climatique négative contrecarrerait mon idée de communiquer The Atom Carrier. Je devais minimiser les dommages possibles que causerait le transfert de l'eau, en veillant à ce que la source ne souffre pas, et, peut-être plus important encore, à ce que la destination soit reconnaissante de la recevoir. Ce dernier terme était relativement simple. J'avais beaucoup de déserts qui recevraient volontiers l'eau. Le problème était la source. J'ai commencé à chercher des alternatives les moins catastrophiques possibles pour l'écosystème, comme le lac Ness, ou le Nil, ou pourquoi pas, l'un des fleuves les plus connus au monde, les chutes du Niagara. Le choisir dans le cadre de ma démonstration aurait un impact médiatique important. J'ai calculé l'impact que cela pourrait avoir sur l'écosystème du fleuve puisque de nombreuses espèces de flore et de faune en vivent toujours et qu'une réduction drastique du débit pourrait altérer l'équilibre écologique et provoquer des changements dans les populations végétales et animales. D'autres problèmes sont également apparus, difficiles à éviter, comme la baisse de la production d'énergie hydroélectrique ou la réduction drastique de l'eau douce destinée à la consommation. Pour éviter tous ces ennuis, j'ai décidé de réaliser la démonstration avec un double destination device. Premièrement, je placerai un Origin Carrier devant la cascade des chutes du Niagara, sur sa partie supérieure. Celui-ci serait chargé d'aspirer la quasi-totalité des près de 2500 mètres cubes d'eau par seconde avec lesquels la rivière alimentait cet impressionnant spectacle de la nature. Tout ce flux d'eau absorbé n'irait pas vers un seul transporteur de destination mais serait distribué en deux. Celui placé dans la destination naturelle de l'eau de la cascade, où s'accumule l'eau du seau, la piscine. De cette façon, le cours de la rivière serait maintenu, bien que réduit de moitié, ce qui est courant à certaines périodes de l'année. La deuxième destination avait un objectif plus marquant et aligné avec l'intention de ma création, la plaine désertique de Mara dans la région du Draat Afilaleh au Maroc, à environ 850 mètres d'altitude. Une immense plaine désertique à peine habitée. Dièse 11. Le moment était venu. À l'aide d'un passage portal, un appareil que j'avais conçu pour déplacer de gros objets solides et dont je parlerai une autre fois, j'ai placé l'appareil Origin, de 8 mètres de diamètre, au sommet de la cascade, à quelques mètres seulement de sa descente. Une mesure exceptionnelle pour canaliser également l'écoulement brutal des eaux. De même, au fond, dans la piscine, le premier des appareils destination où j'avais programmé pour canaliser 50% de l'eau de rivière usurpée. Je me suis déplacé en utilisant le même portail de passage vers la plaine choisie au cœur du désert du Sahara, pour y placer le deuxième appareil destination. Un emplacement stratégique en raison de sa faible population, mais célèbre pour ses sculptures landar, un type d'art monumental par la taille et l'interaction dominante avec l'environnement, car il utilise les matériaux naturels et le paysage comme toile pour ériger d'imposantes sculptures de terre, de pierre, et du sable. Je considérais cet endroit comme parfait en combinant désert, plaine et lieux touristiques. Un endroit où tout ajout ou changement serait immédiatement perceptible pour ceux qui traversent ce coin particulier du monde. Je l'ai placé, pour ainsi dire, face visible. Avec l'intention que l'eau en jaillisse comme s'il s'agissait d'une éruption de la Terre. J'ai activé les appareils. En quelques secondes, au sommet de la cascade, un monstrueux vortex d'aspiration commença à se former, que The Atom Carrier avala sans réserve. En conséquence immédiate, l'eau a commencé à éclater brusquement et de manière synchrone aux deux destinations. Le premier, le bassin de la cascade, permettait de poursuivre le flux naturel de la vie dans le reste de la rivière.
Et dans le plus important pour ma démonstration, la deuxième destination, à 6000 km de là, où des tonnes d'eau bouillaient par seconde, créant un geyser qui s'estompait à son extrémité en raison de la puissance brutale de l'émanation et du bruit assourdissant de l'eau. La situation au point de vue des cascades était tout à fait surprenante. Là, le débit incessant de la rivière plongeant dans l'abîme avait cessé avec le bruit assourdissant, et les spectateurs incrédules de cet étonnant phénomène photographiaient son absence. Soudain, comme dans une réaction en chaîne, les spectateurs de l'événement ont eu une prémonition qui s'est répandue de bouche à oreille. La terreur s'est emparée d'eux. Des images de la mer se retirant des côtes ont inondé leur mémoire visuelle, un signe avant-coureur qu'ils connaissaient trop bien grâce aux médias. Cela leur rappelait le sinistre présage précédant les tsunamis, lorsque la mer se retire, trompeuse par un silence momentané, pour revenir sous la forme d'une vague monstrueuse qui revient avec vengeance, emportant l'existence elle-même avec son immense puissance. Je me suis tenu à l'un des belvédères du Niagara, et j'ai composé le numéro de Martha sur mon téléphone. Bonjour, Martha. Ici Xen. Dis-moi, répondit-elle avec un intérêt apparent. Je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai sans équivoque mis mon appareil en marche pour l'humanité, dis-je avec assurance. Prochainement, vous recevrez des nouvelles de ce qui se passe aux chutes du Niagara, et je veux que vous sachiez que je suis responsable de ce phénomène. Je le vois, mais... êtes-vous en train de dire que vous êtes responsable du manque d'eau aux chutes du Niagara? Est-ce une conséquence de l'appareil que vous m'avez montré et pas seulement un simple phénomène naturel? Ce n'est pas un phénomène naturel. Regardez ce qui se passe dans la plaine de Mara, au Maroc, et vous comprendrez où a abouti une partie de l'eau du Niagara. Je savais que Martha était essentiellement curieuse et qu'elle chercherait immédiatement les informations que j'avais préemptées dans les agences de presse marocaines. Mais elle n'y a rien trouvé. Il était peut-être trop tôt pour que la nouvelle que je lui avais annoncée se répande dans un pays vaste et complexe comme le Maroc. Avec plus de force, la presse écrite commença à s'approcher de Niagara. La réduction du débit n'était pas quelque chose d'exceptionnel dans la rivière puisqu'en période de forte chute de neige, une bonne partie des torrents de la cascade gelaient. Mais cette fois, le froid n'a pas été suffisamment intense pour justifier un tel phénomène, laissant les observateurs perplexes et sans explication. L'aspect le plus choquant de la situation pour moi a été la disparition du bruit de l'eau. Le silence qui avait été créé. L'absence du crépitement du soi-disant élixir de vie. Dièse 12. La salle de réunion du journal de Martha me devenait de plus en plus agréable. C'est peut-être la lumière tamisée ou les couleurs terreuses qui m'ont toujours attiré. Il me rappelait une sorte d'espace confessionnel ou sûr où je pouvais dévoiler sereinement mes intentions. Xen, as-tu pensé au risque que ton invention tombe entre de mauvaises mains? Parfois, j'ai l'impression d'écrire sur les technologies à partir d'un roman dystopique, pas d'un journal, a exprimé Martha, reflétant une véritable inquiétude. J'ai regardé le briquet dans ma main, un objet commun doté d'un potentiel à la fois bon et mauvais. Toute invention, aussi noble soit-elle, a un double avantage, répondis-je en jouant avec le briquet dans ma main. Mais je crois fermement à l'impact positif que cela peut avoir. C'est une question de perspective et de responsabilité, vous ne trouvez pas? Au fil des jours et de mes conversations avec Martha, j'ai remarqué que je passais progressivement d'une professionnelle à une personne. J'ai toujours été désespérément romantique mais volatile dans mes approches du sexe opposé, et me retrouvant dans la situation où je me retrouve toujours avec chaque femme avec qui j'interagis, j'ai même rappelé comment était mon regard vers elle dans les premiers instants de la rencontre. Presque un défi, méfiante à l'égard du rôle que, à son insu, je lui avais confié. Dièse 13. La centrale hydroélectrique de l'Ontario dépendait du débit de la rivière Niagara, et ma démonstration avait brusquement interrompu sa production d'électricité. J'en avais conscience, mais après tout, j'avais une bonne raison pour justifier mon choix, toute cette eau était gaspillée en se déversant dans l'océan. Ne serait-il pas plus logique de l'utiliser pour irriguer des zones désertiques? Un désert comme celui du Maroc, qui, il y a à peine 6000 ans, était une vaste et fructueuse oasis arrosée par des rivières et des canaux, pouvant entretenir une société florissante. Niagara faisait la une de l'actualité, et des dizaines de charlatans se vantaient de connaître les raisons du phénomène. Je n'étais pas préoccupé par leurs paroles erronées. J'ai préféré attendre pour revendiquer ma paternité une fois que l'effet de mon appareil sur le désert aurait été établi. Je n'étais plus pressé après tant de mois de communication ratée. Étonnamment, malgré la grande quantité d'eau qui avait été transférée, la plaine était à peine détectable comme étant humide. La terre aride a rapidement absorbé l'eau. Cependant,
cela a suffi pour que le geyser massif créé par le dispositif soit perçu par les habitants comme un phénomène bénéfique et gérable qui pourrait les aider à changer leurs pratiques agricoles et la tâche quotidienne fastidieuse, plus que laborieuse, de transporter l'eau des puits communs. En revanche, la présence d'eau provoquerait une diminution de la température moyenne du plateau, suffisamment pour déclencher un changement du climat local, provoquant les précipitations souhaitées dans la région. Dièse 14. Personne n'a le droit de modifier arbitrairement le cours de la nature, a déclaré à la télévision le petit homme aux lunettes étroites, agitant son bras droit comme un chef d'orchestre. Il a exprimé sa forte opposition à tout individu, dépourvu de consentement politique et de sensibilité envers les autres, qui apporte des changements à nos systèmes naturels, dont la préservation constitue déjà un défi monumental. Ce tollé général est intervenu après les événements particuliers de Niagara et la couverture ultérieure dans le journal de Martha, qui s'est transformé en une source fiable sur le phénomène, notamment parce qu'il pouvait prédire les pauses apparemment aléatoires dans le vortex du Niagara, que nous avions préalablement arrangé pour qu'elles soient rapportées avec précision. Dans le journal de mon partenaire actuel. Au départ, je lui avais demandé de ne pas m'identifier dans ses articles, ce qui nous permettait de gérer la situation plus confortablement, devenant une sorte de duo journaliste super-héros. Même si j'avais toujours rêvé d'être un bienfaiteur masqué, j'avais également l'idée d'être l'anti-héros impitoyable dans certains fantasmes. Les conséquences de la manifestation ont vu une montée en puissance des prédicateurs de la droiture, dont beaucoup manquaient de véritable perspicacité, tout comme les politiciens façonnant leurs récits pour un gain électoral plutôt que pour un bénéfice sociétal. La population en général, influencée par la propagande médiatique, était consciente du phénomène mais ne savait pas clairement sa véritable cause ni sa signification. L'étape suivante consistait à associer la démonstration à moi-même. Dièse 15. Cet après-midi-là, Martha et moi étions en train de concevoir quelle serait ma stratégie de communication. Vous n'avez pas besoin de rechercher un look spécifique pour apparaître dans les médias, a déclaré Martha en jouant avec ses cheveux, une épingle à cheveux dans la bouche. Les lecteurs ne recherchent pas des héros portant des sous-vêtements bleus par-dessus leurs pantalons. Ils veulent des gens ordinaires habillés normalement comme eux. Quelqu'un qui sort du même trou qu'eux. Je ne faisais pas vraiment attention à ce qu'elle disait car une forte agitation se faisait entendre à l'extérieur de la salle de réunion. Martha semblait également inquiète face à la situation. La vitre dépolie de la porte de la salle de réunion laissait entrevoir de vagues silhouettes en mouvement constant, accompagnées de voix autoritaires. Brusquement, la porte s'est ouverte et nous avons compris la raison de ce tumulte. Un petit groupe de militaires est entré dans la pièce et, sans un mot, m'a saisi par les bras et m'a traîné hors du bureau, non pas parce que je refusais de les accompagner, mais à cause de la manière brusque avec laquelle ils m'avaient saisi, me déstabilisant et me permettant à peine de me débrouiller seul. Je n'ai pas été surpris par la séquence des événements. Me localiser était une tâche facile pour quiconque le souhaitait, même si mon visage n'était pas encore reconnu du grand public. Nous n'avions jamais caché le fait que Martha était en contact direct avec le créateur du phénomène, puisque c'était elle qui rapportait les interruptions du vortex, donc un simple suivi du journaliste pour localiser sa source serait une solution facile. Tâche. Pour toutes ces raisons, l'action des militaires pour me capturer ne m'a pas surpris. Martha, en revanche, ne pouvait rien faire d'autre que garder le silence, terrifiée par le caractère décisif de l'action militaire. Malgré cela, elle a eu la présence d'esprit d'enregistrer l'action avec son téléphone, abasourdie par la démonstration de force et de violence. En arrivant à l'extérieur du bureau du journal, désormais stable sur mes propres pieds, j'ai pu voir une file d'au moins 10 véhicules noirs aux vitres teintées qui attendaient dehors. L'agitation dans le bureau n'était qu'une partie de la représentation. Dans la rue, les gens avec leur téléphone à la main servaient de haut-parleurs à travers leurs appareils vers le reste du monde. J'ai été placé sur la banquette arrière de l'un des transports, flanqué sur le siège de 2 énormes militaires qui puaient la sueur froide, une odeur plus caractéristique des adolescents que des adultes. La portière du véhicule s'est refermée lorsque le copilote est monté à bord, démarrant le véhicule vers une destination inconnue, du moins pour moi. « Et où allons-nous » ai-je demandé presque moqueusement. Le copilote, vêtu d'un uniforme militaire mais d'un ton légèrement différent des autres, répondit sans se retourner, me regardant à travers un miroir convexe situé en haut de son siège, ce qui produisit une curieuse déformation de son visage. « Vous aurez réponse à vos questions à votre arrivée » a-t-il rétorqué, n'autorisant aucun dialogue supplémentaire. La différence notable dans sa structure physique par rapport au reste de l'armée était frappante. Plus fin, et je pourrais deviner plus court que moi. Les minutes s'écoulaient dans le véhicule,
et aucun des occupants ne semblait enclin à parler. Même si j'ai continué à essayer d'extraire quelques informations, chaque question semblait futile. Mon esprit était parfois hanté par l'image de Martha, terrifiée, enregistrant avec son téléphone à la main. Il est surprenant de voir à quel point l'humanité a cessé de se cacher ou de fuir les événements violents pour commencer à les enregistrer sans tenir compte de sa propre intégrité. Cette évolution dans la réaction aux situations de violence reflète un changement culturel et technologique profond et, à bien des égards, est déconcertante. Dans le passé, face à la violence, le premier réflexe était de se cacher ou de fuir, en quête de refuge et de sécurité. Cette réponse était enracinée dans le désir d'autopréservation, un réflexe instinctif de protéger sa propre vie du danger. Mais aujourd'hui, cette tendance prend une tournure surprenante. Avec la multiplication des appareils mobiles équipés de caméras et l'omniprésence des réseaux sociaux, la réaction instinctive de nombreuses personnes face aux situations de violence a radicalement changé. Au lieu de s'éloigner du danger, on a de plus en plus tendance à l'enregistrer, à le documenter au moyen d'appareils. Comme si capturer l'événement en vidéo était plus important que sauvegarder l'intégrité du caméraman. Ma théorie concernant cette situation est le sentiment de détachement procuré par l'écran de l'appareil. Derrière l'objectif, les individus se sentent éloignés du danger réel, comme s'ils observaient la violence à travers une fenêtre sécurisée, sans se rendre compte qu'ils sont physiquement présents et donc en danger. Il s'agit, après tout, d'une désensibilisation à la violence, bien sûr alimentée par une exposition constante à celle-ci. Ce qui autrefois stupéfiait et terrifiait le spectateur est désormais devenu, pour certains, un matériau digne d'être partagé et discuté. Un mélange complexe d'influences de la technologie sur le comportement humain, de quête de reconnaissance sur les réseaux sociaux et éventuellement d'un changement dans la perception du risque et d'empathie envers les personnes touchées par de telles violences. Un exemple frappant et inquiétant de la façon dont la technologie peut fausser nos réponses humaines les plus fondamentales et primaires. Dièse 16. Le trajet a duré environ 3 heures, tant que j'ai réussi à mettre à profit pour me reposer. Les derniers jours avaient été mouvementés et la fatigue commençait à me peser. J'ai toujours eu une grande capacité à m'évader par le sommeil dans presque toutes les situations, et dans ce cas, où rien de ce que j'aurais pu faire n'aurait accéléré mon arrivée à destination, j'en ai profité pour m'assoupir, me réveillant au hasard sur le bras des militaires qui m'avaient servi d'oreiller et qui, étonnamment, avaient respecté mon repos, restant immobiles tout au long. À la tombée de la nuit, le convoi de véhicules a quitté la route pour s'engager sur un chemin non balisé avec de nombreux nids de poules qui m'ont réveillé inconfortablement. Dièse 17. La pièce était un modèle de sobriété. Un imposant miroir suggérait les présences cachées habituelles derrière lui, et une table grise avec 2 chaises basiques soulignait une austérité calculée. Les murs étaient construits avec des blocs disposés négligemment, sans détail dans leurs joints, un détail de construction que j'ai beaucoup apprécié. Je n'aurais pas non plus engagé le peintre de la pièce. Il n'avait pas fait beaucoup d'efforts pour appliquer la peinture murale grise, ajoutant un air d'inconfort à l'endroit. Le plus surprenant est qu'il n'y avait pas de caméra au plafond, une omission inhabituelle pour une pièce de ce genre et qui n'a pas échappé à mon imagination. Devant moi se trouvait seulement le militaire qui m'avait accompagné en tant que copilote pendant le voyage. « Parlez », dit-il sans aucune introduction. « Parlez ?» J'ai répondu de manière ludique. Le militaire a posé ses mains sur la table tout en rapprochant son visage du mien, à une distance qui, selon lui, me dérangerait. Je suis resté insensible à son affront. Mon travail dans cette interview, a-t-il poursuivi sans bouger de mon visage, est de clarifier l'anomalie. Comment pensez-vous que cela fonctionne ? Finit-il par cracher. J'essaie d'expliquer ma découverte au monde depuis des semaines, dis-je en me penchant légèrement en arrière sur la chaise, et comme je n'ai pas été entendu, j'ai décidé d'utiliser un bon haut-parleur. Je veux que tu m'expliques comment ça marche, dit-il en hochant légèrement la tête vers le miroir. À ce moment-là, un homme mince portant de petites lunettes en métal et une tenue de ville ordinaire, qui se distinguait par sa simplicité sur l'uniforme militaire ordonné, entra dans la pièce en tenant ma mallette. Ma mallette. Avec la violence de la situation, j'avais complètement oublié que je l'avais laissée au bureau du journal. Pouvez-vous expliquer ce que c'est ? Demanda-t-il d'un air dubitatif en sortant un cahier. Je pourrais, mais je pense que tu ne comprendras pas, dis-je d'un ton enjoué. S'il vous plaît, faites un effort, dit-il avec un mélange de sincérité et de timidité. Son humilité en faisant cette demande m'a adouci, me rendant plus indulgente envers le nouveau personnage. Cela s'appelle The Atom Carrier. C'est un appareil composé de 2 parties,
l'une appelée origine et l'autre destination. Il est conçu pour transférer des fluides d'un endroit à un autre. Et tu supposes que tu as inventé cet appareil? Toi-même? Oui, seul. Tu veux que je croie que tu as inventé ça, tout seul? Oui. Je comprends que cela semble étrange, mais je ne peux pas t'aider à le comprendre. Le militaire écarta brutalement l'homme qui semblait déconcerté par mes explications. Vous êtes actuellement dans une situation délicate, dit-il en tapotant ma mallette avec son index droit. Et je veux vous aider à vous en sortir. La première chose que vous devez faire est de désactiver l'appareil et de ramener Niagara à son état naturel. De cette façon, vous nous donnerez la crédibilité que vous êtes le véritable responsable de l'effet. Si vous ne croyez toujours pas que je suis responsable, pourquoi suis-je assis ici? J'ai répondu comme si je n'avais rien à perdre. La deuxième chose, continua-t-il sans y accorder beaucoup d'importance et en évitant ma contre-attaque, est d'expliquer à notre scientifique comment fonctionne l'appareil, dit-il en posant sa main sur le petit homme. Vous serez détenu dans ces installations jusqu'à ce que vous le fassiez, a-t-il dit en me tournant le dos alors qu'il quittait la pièce. Et comment voulez-vous que j'explique comment cela fonctionne? Pour moi, ce serait comme expliquer la physique quantique à un enfant d'âge préscolaire. Je suis sûr que vous trouverez un moyen de vous comprendre, dit-il sarcastiquement en quittant la pièce. Le scientifique et moi sommes restés seuls dans la pièce, à nous regarder, avec peu d'espoir de parvenir à un accord facile. Quelle est votre spécialité? J'ai demandé, pas très intéressé, de rompre à nouveau le silence inconfortable. Je suis un scientifique multidisciplinaire. Vous pouvez me parler franchement de l'appareil. Je n'ai pas caché ma surprise face à la réponse. Multidisciplinaire? En d'autres termes, vous êtes un mathématicien. Un scientifique de la Renaissance. Dis-je sarcastiquement. Je pensais qu'aujourd'hui, contrairement à des connaissances larges et variées quoique superficielles, la spécialisation était récompensée. S'il vous plaît, répondez-moi. Pourquoi avez-vous cet appareil dans votre sac s'il ne sert apparemment à rien? Cela ne sert à rien? C'est un appareil entièrement fonctionnel. Vous ne savez tout simplement pas comment l'utiliser. Nous n'avons pas pu l'activer. Nous l'avons scanné et il est solide, sans technologie ni source d'alimentation à l'intérieur. Ce jeune homme commençait à me plaire avec son innocence inhabituelle. L'énergie nécessaire au fonctionnement d'un code informatique vient-elle du code lui-même? L'énergie nous entoure. Et quelle est cette énergie, selon vous, qui nous entoure? Je ne pense pas vous comprendre bien, a déclaré le scientifique. Peu importe si vous comprenez. Tant que je sais, cela suffit. C'est ma proposition, dis-je, méprisant presque son doute logique sur mes vagues explications. Je ne pense pas que vous soyez en mesure de faire des propositions, m'a-t-il interrompu en se levant de sa chaise. En plus, me vantai-je, je ne pense pas que tu comprendrais. S'il vous plaît, essayez. Je savais que ce n'était pas la bonne voie à suivre, mais j'allais essayer. Et si je vous disais que l'appareil tire son énergie de la décomposition quantique du fluide lui-même? Dès que j'ai fini la phrase, j'ai pu voir une étincelle de compréhension dans les yeux du scientifique. Il n'essaya pas de cacher sa surprise. Ma description succincte avait remis en question sa compréhension conventionnelle des sources d'énergie. Je pouvais sentir comment sa pensée latérale commençait à prendre forme, explorant les possibilités de ce qu'il venait d'entendre. Cependant, la radicalité de l'idée avait encore du mal à trouver sa place dans son schéma de pensée. Comment est-ce possible? Il a demandé. La décomposition quantique est un processus qui se produit au niveau subatomique dans certains fluides. Imaginez des atomes et des molécules dans un état d'énergie fluctuant. À certains moments, des concentrations d'énergie ou des excitations apparaissent qui sont instables et finissent par se désintégrer, libérant de l'énergie dans différents fluides. Formes. Mais cela contredit le principe d'économie d'énergie, a-t-il répondu. C'est exact, il ne s'agit pas de créer de l'énergie à partir de rien. Il s'agit plutôt d'exploiter et de rediriger l'énergie libérée lors de la décomposition quantique. Et comment contrôlez-vous ce processus subatomique? En manipulant la gravité à petite échelle. C'est impossible, dit-il convaincu. Impossible pour toi, dis-je catégoriquement. Dièse 18. L'eau douce du Niagara irriguait abondamment les plaines de Mara et la teinte brune du désert virait au brun sombre. Voir l'eau jaillir du dispositif destination avec une force énorme était un spectacle en soi. Pendant ce temps, la chaleur du désert faisait évaporer l'eau qui humidifiait les terres arides, créant de gros nuages qui se déversaient dans les plaines. Ce phénomène neutralisait l'effet albédo,
la réflexion des rayons solaires par le sable clair, qui empêchait la formation de nuages. Maintenant, avec le sable noirci par l'humidité, cet obstacle a disparu, permettant aux nuages de se former et d'enrichir la Terre d'une eau précieuse. Il s'agit de la recréation d'un cycle qui, il y a 10 000 ans, a transformé ce qui est aujourd'hui un désert aride en un havre de verdure, le Sahara. Dièse 19. Nous ne parlions que depuis quelques minutes, le scientifique et moi, lorsque le militaire rentra dans la pièce. « Et qu'est-ce que tu veux en échange pour céder le contrôle de l'appareil » a demandé l'officier militaire responsable. « Je veux que 30% du PIB de l'ONU soit livré en or pour chaque année où il possède l'appareil, sans droit d'utilisation exclusif, répondis-je sans hésitation et d'un ton sérieux. Pour moi, c'était comme un jeu où le but est d'atteindre le score le plus élevé tout en le complétant. Il est naturel que vous, lecteurs, soyez intrigués par ma demande. Après tout, dans la vie, les choses ne nous sont pas toujours préparées à l'avance. Souvent, on ne découvre leur logique qu'au fur et à mesure de notre progression, étape par étape, dans le temps. C'est dans ce voyage, dans cette lente révélation, que réside la véritable magie de la vie et de la lecture. Vous devez être fou, dit-il calmement et sans inquiétude, comme s'il comprenait soudain ma demande comme un fantasme émanant de mon esprit. Notre réunion connut une brève pause. Secondes pendant lesquelles le militaire resta immobile, plongé dans ses pensées. C'est alors qu'il réalisa qu'il n'avait pas affaire à un simple fantasme. Entendu, je vais transmettre votre demande. Nous gardons l'appareil et vous êtes libéré. Vraiment ? Par quelle autorité réquisitionnez-vous Atom Carrier ? Dis-je avec une feinte surprise. Plus qu'audacieux, je considère cela comme imprudent, a-t-il déclaré en s'apprêtant à partir. Votre situation est extrêmement délicate et pourtant vous agissez comme si vous n'aviez rien à perdre. Votre liberté est en jeu, mais pas cette fois. Mais nous surveillerons chacun de vos mouvements. Vous êtes libre, a-t-il déclaré en fermant la porte. Porte avec une force qui démontrait clairement son mécontentement. Dièse 20. Le conducteur du véhicule qui me transportait m'a ramené dans un endroit quelconque, en dehors du centre où j'avais été détenu. Il faisait jour et la première chose que je voulais faire était d'appeler Martha. Oui, tout s'est bien passé. Ils ne m'ont pas frappé ou quoi que ce soit du genre. Ce sont des militaires de l'ONU qui ont pris l'appareil. Point. Ne vous inquiétez pas, je serai de retour en ville dans quelques jours. J'ai un moyen de transport, mais il y a quelque chose dont je dois m'occuper avant de rentrer. Point. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé de ce qui se passe. Dièse 21. 8 semaines s'étaient écoulées depuis l'activation de l'Atom Carrier à Niagara, mais la quantité d'eau qui émerge maintenant dans le désert n'était toujours pas suffisante pour inverser les effets du changement climatique dans la région, qui avait été considérablement exacerbé par l'activité humaine au fil des ans, en plus des processus naturels de la planète. Il était temps de prendre une décision plus audacieuse. Pour revitaliser largement les terres arides qui m'entourent et porter un coup définitif à la manifestation, il me fallait augmenter considérablement le volume d'eau transportée. Mais quel serait le lieu optimal pour transporter l'eau sans générer un éventuel impact écologique négatif qui pourrait nuire à l'image de mon action ? Mon choix s'est porté sur un lieu unique et isolé dans le vaste océan Pacifique Sud, Point Nemo, le point océanique le plus reculé de la planète, éloigné de toute côte et connu pour son extraordinaire solitude et sa faible biodiversité. Les courants marins et les conditions atmosphériques avaient créé un environnement où la vie marine était rare, ce qui en faisait une zone pratiquement aride, semblable en désolation aux régions que j'essayais de revitaliser. La température de l'eau, atteignant à peine 6 degrés en surface, et l'absence notable de faune ont renforcé ma conviction qu'il s'agissait du lieu idéal pour amorcer un transfert massif d'eau sans perturber significativement les écosystèmes marins. J'ai installé à Point Nemo un nouveau macro-atome carrier à la surface de la mer, programmé pour transporter uniquement les atomes du fluide destiné à être de l'eau douce, évitant ainsi de transporter également la salinité. Cela a fait du transport lui-même une eau douce idéale pour irriguer les terres. Les destinations de ce nouveau pont étaient multiples. J'ai placé simultanément des destinations dans divers déserts d'Amérique et d'Afrique. Alors que l'eau commençait à transformer le paysage désertique, il était crucial de prendre en compte l'impact environnemental de ces changements. Les vasières formées ont été soigneusement surveillées par les habitants locaux eux-mêmes pour éviter des dommages importants à la faune locale, créant des corridors fauniques et des systèmes de drainage contrôlés pour protéger les écosystèmes indigènes. Cette approche consciente visait à garantir que toute altération de la flore et de la faune soit minime et gérée de manière responsable. Dans tous les cas,
La voracité de la terre aride en avalant l'eau reçue a minimisé le drame que pouvait produire l'énorme volume d'eau. Les appareils destination étaient également disposés de manière à ce que l'eau irriguée soit projetée comme un rideau, transformant ainsi l'eau en une pluie doucement répandue. Mon objectif n'était pas simplement de transformer le désert mais de le revitaliser d'une manière qui respecte et protège la diversité de la vie qui l'habite. Cet équilibre délicat entre innovation technologique et conservation écologique était fondamental pour que le projet soit bien accueilli par l'humanité en devenir. Tout au long de cette période, Martha m'a accompagné dans mes déplacements continus à travers les points d'action de mon expérience. Documentant avec son appareil photo et ses idées, elle avait commencé à le comprendre de telle manière qu'elle se sentait capable de donner son avis là-dessus pour apporter ses idées d'amélioration. Elle était en phase avec ma façon de voir le processus, même si je ne lui avais encore rien dit de mes véritables intentions. 22. Ce n'était pas ma première mission de traque en tant qu'enquêteur du ministère de l'Intérieur, mais celle-ci était exceptionnellement ridicule. On m'avait demandé de suivre le pseudo-scientifique à la mode, un Moïse messianique qui prétendait contrôler les eaux. Jusqu'à présent, ma seule référence était le petit journal d'un quartier défavorisé de la ville. Je l'avais vu entrer à plusieurs reprises ces derniers jours, mais sa capacité à s'éclipser en sortant, m'empêchant de bien suivre ses habitudes, m'a intrigué. Les services secrets n'avaient pu localiser aucun téléphone ou appareil mobile associé au supposé scientifique, mon suivi était donc basique et rudimentaire, basé sur le suivi de lui partout où il allait. Chaque fois que je le voyais partir, il disparaissait parmi les gens et les rues en quelques secondes seulement. Ma seule option avait été de mettre le téléphone du journal sur écoute et de localiser les rendez-vous que le journaliste et lui avaient. Même si ces appels étaient peu nombreux, j'ai détecté dans leur conversation que leur relation s'adoucit avec le temps. J'ai également trouvé curieux le peu d'informations que les services secrets avaient pu extraire de cette personne portant le nom d'un personnage de jeu vidéo, Xen. Quel nom absurde! Ma proposition aurait été plus simple, l'arrêter à chaque fois qu'il sortait de la rue et l'interroger. Mais pour une raison que je ne connais pas, cette proposition était dangereuse aux yeux de mon patron. Lors d'une de ses visites au journal, le journaliste l'a accompagné dans la rue, ce qui m'a permis de le suivre facilement jusqu'à un petit polygone abandonné à proximité de la zone d'où il a dit au revoir au journaliste, en entrant dans un des entrepôts abandonnés. J'ai attendu qu'il sorte pour le reste de l'après-midi jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Il n'y avait pas de lumière à l'intérieur de l'entrepôt, alors j'ai décidé, à la dernière minute, d'enquêter sur ce qui se passait réellement à l'intérieur, même si je devais être prudent. On m'avait prévenu de ne prendre aucun contact avec le sujet, sous aucun prétexte. 23. À Niagara, l'absence du rugissement habituel des chutes avait créé un silence étrange mais attrayant, une sorte de vide sonore qui résonnait avec la même force que le précédent tonnerre de l'eau. Ce paradoxe a attiré les foules, transformant ce qui était autrefois un spectacle de la nature en une démonstration de son absence. Martha et moi avons rejoint la foule croissante au belvédère par un après-midi ombragé par des nuages sombres. La vue des chutes sèches était saisissante. Les touristes, appareils photo à la main, ont capturé des images du lit rocheux exposé, auparavant caché sous des tonnes d'eau rugissante. Certains visiteurs semblaient perplexes, d'autres fascinés, et certains tentaient même de théoriser sur les causes de ce phénomène. Encore une fois, toutes les données que Martha avait fournies au monde sur l'origine de mon invention ont été remises en question par les théoriciens du complot qui ont vu dans ces événements un nouveau signe avant-coureur de la fin des temps. Son carnet à la main, elle observait chaque détail, chaque réaction des gens. Je savais qu'elle voyait au-delà du simple événement. Elle était témoin de l'impact humain et émotionnel de ce changement inattendu de la nature. Voici ton histoire, Xen, dit-elle sans quitter le paysage des yeux. La nature a laissé un vide et l'humanité est venue le combler de sa curiosité, de ses peurs et de ses théories. C'est comme si ce silence leur parlait plus que le rugissement des eaux. J'ai hoché la tête en regardant autour de moi. Les vendeurs ambulants avaient déjà adapté leurs marchandises à la nouvelle attraction touristique. Ils vendaient des t-shirts avec des images avant et après des chutes, des cartes postales montrant le contraste saisissant et même des enregistrements du son désormais inexistant des chutes. Pensez-vous qu'ils comprendront l'importance de ce que je fais? Ai-je demandé, regardant toujours la scène se dérouler. Martha sourit avec un mélange de mélancolie et d'espoir. Peut-être pas tout le monde, mais certains le feront. Et peut-être que cela suffit pour les inciter à s'interroger et à explorer plus en profondeur ce que signifie cet événement. En tant que journaliste, telle est ma mission, nourrir cette curiosité et rechercher la vérité. Alors que le soleil commençait à se coucher,
regardant à travers les nuages et baignant l'endroit de teintes orange et d'ombre allongée, j'ai pensé aux porte-atomes et à la manière dont une seule action va modifier non seulement le cours physique de l'eau, mais également le flux de la perception humaine. Les chutes du Niagara, désormais dans leur état de calme inhabituel, étaient devenues un symbole de changement, d'impermanence et, paradoxalement, de la quête incessante de l'homme pour comprendre et se connecter avec le monde qui l'entoure. Xen, tu crois en Dieu? La question de Martha m'a pris par surprise. C'est une question intéressante, Martha. Pour moi, Dieu est plus un concept individuel qu'une entité universelle. J'ai pris un moment pour réfléchir, cherchant les mots justes. Cela varie pour chaque personne, ai-je poursuivi, cela reflète ses propres croyances et valeurs. Alors vous ne croyez pas en un Dieu singulier, comme dans le christianisme? Ne trouvez-vous pas curieux que la plupart des gens croient au Dieu de leurs parents? N'est-il pas étrange qu'ils soient sûrs que leur Dieu est le vrai? Pour moi, l'idée de Dieu sert souvent à justifier les actions en leur attribuant au commandement divin. C'est une façon de donner un sens à notre existence éphémère. Je préfère me concentrer sur le tangible et le démontrable, comme la physique quantique. La superposition quantique, où les particules existent dans plusieurs états à la fois, ne vous rappelle-t-elle pas la notion de Dieu? Omniprésent mais de manière différente pour chaque personne. Martha semblait submergée par un flot de questions. Cela ressemble plus à de la science qu'à de la foi, a-t-elle finalement conclu. Peut-être. Mais la science et la foi ne doivent pas nécessairement être exclusives. Peut-être que ce que nous appelons Dieu est simplement un aspect de l'univers que nous ne comprenons pas encore. Si vous imaginez l'univers comme une sorte de simulation, le créateur de cette simulation soit un Dieu? J'ai déjà entendu cette théorie. Ce n'est pas une idée nouvelle, ai-je admis. C'est une perspective abstraite mais cela pourrait avoir du sens, a déclaré Martha, réfléchissant lentement à ses paroles et regardant vers les chutes. Martha, qui peut déterminer où finit la science et où commence le divin? Un faisceau de lumière dorée qui s'échappait à ce moment-là à travers les nuages illumina le visage pensif de Martha. Poussée par un mélange d'admiration et d'une connexion plus profonde, j'ai ressenti le besoin d'exprimer mes sentiments. Je me suis rapproché d'elle, les yeux fixés sur les siens, à la recherche d'un signe. Martha, commençai-je, à peine au-dessus d'un murmure, il y a quelque chose que je dois te dire. Elle se tourna vers moi, la curiosité gravée sur son visage. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, Xen? Répondit-elle, sa voix teintée d'incertitude. J'ai touché doucement sa main, sentant sa chaleur et la texture de sa peau. Elle ne s'est pas éloignée. Dans toute cette folie, j'ai trouvé quelque chose de constant, quelque chose qui m'a donné de l'espoir et qui m'a permis de rester centré. Elle me regardait maintenant, un mélange de surprise et d'anticipation dans les yeux. Et qu'est-ce que c'est? C'est toi, dis-je avec toute la sincérité que je pouvais rassembler. C'est toi, Martha. Pas seulement ta passion pour la vérité mais toi. En tant que personne. Même si je savais que rien n'était en jeu dans cette conversation, j'avoue que j'ai senti mon cœur battre avec une force inhabituelle en moi, une nervosité irrationnelle face à la possibilité de ne pas être réciproque. Ma rationalité luttait contre le courant d'émotions qui menaçait de déborder. En regardant Martha, chaque trait de son visage semblait prendre une nouvelle signification, un rappel palpable de ce que j'allais révéler. J'ai vu de l'étonnement dans ses yeux, suivi d'une douce rougeur sur ses joues. Lentement, je me penchai vers elle, fermant les yeux et effleurant mes lèvres des siennes dans un baiser tendre et rempli d'émotion. Pendant un instant, j'ai senti qu'elle rendait l'appareil, mais ensuite, d'un mouvement doux mais ferme, Martha s'est éloignée, mettant de la distance entre nous. Ses yeux, désormais remplis de confusion et de surprise, cherchaient les mots justes. Xen, je ne m'attendais pas à ça, sa voix tremblait. Vous êtes merveilleux et ce que nous avons partagé a été extraordinaire, mais je ne l'ai jamais vu de cette façon, souligna-t-elle lentement. Tu m'as pris par surprise, désolé. J'ai ressenti un mélange de rejet et de compréhension. Je suis désolée, Martha. Je ne voulais pas te mettre dans cette situation. J'avais juste besoin de l'exprimer. Elle inspira profondément, essayant de se recomposer. Je comprends et j'apprécie votre honnêteté. Mais je ne pense pas que nous devrions y aller. Disons simplement que vous n'êtes pas mon genre de personne. J'ai réalisé que ce qui nous séparait n'était pas tant une question de compatibilité qu'une question d'orientation personnelle. Je n'avais jamais envisagé la possibilité que ses intérêts romantiques soient différents de ce que j'avais supposé. Je comprends et respecte cela, Martha, acquiesçai-je, ressentant une vague d'émotion.
Je ne laisserai pas cela affecter notre mission. Martha hocha la tête avec un mélange de soulagement et d'appréciation dans les yeux. Merci, Xen. Cela signifie beaucoup pour moi. Nous sommes restés là sous le ciel qui s'assombrissait, chacun perdu dans ses propres pensées mais unis par une compréhension et un respect mutuel qui transcendaient les mots. Dièse 24. La renaissance des déserts s'est manifestée rapidement, révélant de vastes étendues autrefois stériles, désormais pleines de vie. Cette revitalisation, résultat d'un adoucissement du climat mondial, n'a pas été bien accueillie par tous. Les grandes entreprises, qui avaient calculé leurs profits en fonction de l'état climatique antérieur, se sont trouvées déconcertées par ce tournant imprévu. Contrairement à leurs désirs, la nouvelle harmonie climatique, stimulée par une innovation disruptive que j'avais contribué à créer, a remis en question leurs projections économiques. Cette ironie n'est pas passée inaperçue, ceux qui planifiaient autrefois l'avenir de la planète en fonction de leurs intérêts se trouvaient désormais confrontés à un scénario complètement différent, privilégiant l'équilibre écologique au détriment du gain financier. Ce changement radical, bien que positif pour la planète, a posé un défi direct aux puissances en place, obligeant à réévaluer les stratégies à long terme dans un monde qui commençait enfin à se guérir. Dièse 25. Je dois admettre que la rencontre prévue avec ces prétendus hommes d'affaires, tels que Martha me les avait décrits, m'a laissé quelque peu perplexe. Leur insistance à me parler avait été remarquable, et même si cela ne faisait pas partie de mes plans initiaux, j'ai choisi d'accepter leur demande, pensant que je n'avais rien à perdre. La réunion aurait lieu dans la salle du journal, l'espace que nous avions aménagé comme centre de travail, un lieu que le directeur du journal continuait à nous offrir, motivé par les avantages économiques substantiels que lui apportait ma relation avec son employé. Les deux hommes entrèrent dans la pièce. Élégamment vêtus, ils se distinguaient les uns des autres par la différence d'âge notable. L'un d'eux, le plus jeune, âgé d'environ 35 ans, avec des cheveux noirs brillants lissés en arrière et des détails dorés classiques scintillant sur son costume, se déplaçait avec une assurance qui confinait à l'arrogance. L'autre, âgé d'une soixantaine d'années, dont le visage dégageait une certaine tristesse, portait un costume noir avec une chemise assortie et un chapeau classique qui lui donnait une touche énigmatique. Il semblait absorber chaque détail de la pièce avec son regard intense et calculateur. Nous nous assîmes tous simultanément dans les vieilles chaises du bureau, qui répondaient par leur grincement habituel. « Savez-vous » commença le jeune homme en regardant autour de lui. « Cet endroit me rappelle une scène d'un de ces vieux films. Le Parrain. J'ai toujours été fasciné par la façon dont les réseaux de pouvoir sont tissés dans des coins aussi banals que celui-ci. Un classique, dis-je en souriant, mais je doute que nous soyons ici pour discuter de cinéma. Bien sûr que non, dit-il en se penchant en avant. Nous sommes ici pour parler des possibilités futures, de la transformation, a-t-il fait un geste de la main comme s'il dessinait des visions dans les airs. Vous, monsieur Xen, êtes un homme de vision, un Prométhée moderne. J'étais fasciné par l'impassibilité du personnage plus âgé face à notre conversation. Il restait toujours incliné, les doigts croisés devant son visage, me fixant intensément, ne prêtant aucune attention à son partenaire. Xen, continua le jeune homme, as-tu déjà réfléchi à l'histoire de Prométhée ? Un titan qui a défié les dieux en volant leur feu, et en le donnant à l'humanité. Un don de pouvoir, de connaissance. Prométhée, dit-il, baissant la voix comme s'il voulait que personne d'autre que moi n'entende, se souciait des humains. Pourtant, Zeus, le roi des dieux, avait décidé que les humains devraient vivre dans les ténèbres et l'ignorance. Prométhée a volé le feu de l'Olympe pour qu'il pouvait prospérer, et les humains l'accueillaient avec joie. Zeus, furieux, punit Prométhée en l'enchaînant à un rocher du Caucase, où un aigle mangeait son foie à l'aube tous les jours. En même temps, chaque nuit, le foie de Prométhée se régénérait, permettant à l'oiseau de le manger à nouveau le matin, perpétuant ainsi la souffrance et la douleur de Prométhée. Un châtiment emblématique de la mythologie grecque pour sa nature cruelle et éternelle, conçu pour être un tourment sans fin. Vous avez une façon particulière de vous présenter, dis-je avec une profonde ironie et un sourire voilé. Mais Zeus voulait aussi venger l'humanité pour avoir profité du feu, a-t-il poursuivi, ignorant mon commentaire. Il avait créé Pandore, la première femme. Pandore était pleine de curiosité. Sachant cela, Zeus lui donna une boîte qu'il lui interdisait d'ouvrir. Mais Pandore ne put résister, et en ouvrant la boîte, elle libéra tous les maux de le monde, comme la maladie, la vieillesse et la mort, punissant ainsi ce que Prométhée aimait le plus, l'humanité. Comme vous le voyez, Xen, une histoire sur le bien et le mal, la liberté est ce qui nous préoccupe le plus,
la restriction du pouvoir par le Dieu. Je connais l'histoire, dis-je avec un sourire prudent. Prométhée a payé cher son audace. Est-ce un avertissement? Non, s'il te plaît. Pour qui nous prends-tu? Dit-il avec une certaine ironie. Juste une petite leçon d'histoire. C'est ma spécialité, tu sais. En effet, leur technique était agressive, mais je ne nierai pas que son monologue et les sombres implications qui s'y cachent ont retenu mon attention. Prométhée a apporté le changement, mais à un coût personnel énorme. Nous sommes ici pour parler de changement, mais contrairement à lui, d'une récompense. Une grande récompense. Les récompenses peuvent être aussi trompeuses que les punitions, ai-je souligné. Quel genre de récompense proposez-vous? Et si je vous disais que nous pouvons vous offrir quelque chose de bien plus tangible que le feu? Quelque chose de vert, et je ne parle pas d'énergie durable, dit-il en souriant malicieusement. Une somme qui ferait le bonheur de n'importe quel dieu sur terre. La couleur de l'argent a toujours été attrayante, mais cela dépend de la quantité de verre dont nous parlons, ai-je indiqué, pas du tout perturbé par sa prétendue offre. Mon invention n'est pas seulement un jouet technologique. C'est la clé d'un nouvel avenir. L'homme silencieux restait impassible à notre conversation, pétrifié comme s'il analysait les stratégies de deux joueurs. Mais même les inventeurs ont besoin de plus que de l'admiration et de la reconnaissance, a poursuivi le jeune homme habile. Ils ont besoin de sécurité, de stabilité. D'un coussin vert, disons. Un coussin vert semble confortable, mais mon rêve est bien plus grand que n'importe quel coussin que vous puissiez m'offrir, dis-je, minimisant son offre. Alors, dit-il, changeant son ton pour un ton plus dur alors qu'il s'inclinait dans le fauteuil et croisait les bras, qu'est-ce que tu cherches, Xen? Une reconnaissance mondiale? Qu'on se souvienne de lui comme du nouveau Prométhée? Tu te rends compte que la colère des dieux peut être énorme? Je ne cherche pas à être enchaîné à un rocher si c'est ce que vous insinuez. Je recherche l'équilibre dans la transaction. Quelque chose qui va bien au-delà de la valeur monétaire qu'une entreprise peut m'offrir. Comme l'or qu'un gouvernement pourrait me donner. Croyez-moi, la valeur de The Atom Carrier dépasse de loin vos moyens, lui ai-je assuré avec dédain. Prométhée a apporté le feu, un changement, dit le jeune homme en riant légèrement. Qu'apportez-vous exactement? Parce que le feu entre de mauvaises mains peut être destructeur. Êtes-vous en train de suggérer que je ne peux pas gérer mon propre feu? L'homme silencieux semblait se réveiller de son apparente léthargie, montrant une voix rauque, peut-être battue par le tabac, et se levant d'une manière imposante, il parla. Je vois que toi, Xen, tu es un visionnaire, un architecte du changement climatique à une échelle que nous n'aurions jamais imaginé possible. Je ne nierai pas les bénéfices que ton travail a apportés à l'humanité. Cependant, dans ce jeu d'équilibre, chaque action a sa réaction. Vos interventions ont altéré la valeur des terres et des régions, bouleversant l'équilibre économique. Il fit une pause, s'assurant que ses mots étaient bien compris. Nous ne l'interprétons pas comme un acte de malveillance à notre égard, dit-il pensivement, mais comme un effet collatéral d'une noble intention. Cependant, en tant que représentant des intérêts économiques, je dois souligner que ce changement soudain et radical a provoqué une redistribution des richesses et des pouvoirs que nous ne considérons pas tous favorablement. Notre proposition recherche un équilibre entre votre vision et les réalités économiques actuelles. Nous voulons être en mesure de gérer ces changements pour le bien commun. Cela ressemble plus à votre propre bien commun, répondis-je avec ironie. Xen, ne sous-estime pas la gravité de la situation, a-t-il poursuivi. Vous jouez avec des forces qui peuvent déstabiliser non seulement le climat mais aussi l'ordre économique et social. Si vous n'êtes pas prêt à collaborer, nous pourrions être obligés de prendre davantage de mesures. Point mesure directe. Nous ne voulons pas de conflit, mais nous protégerons nos intérêts à tout prix. Je pense que cette conversation prend une tournure ridicule et a perdu tout intérêt, ai-je hoché la tête, faisant un geste de la main les invitant à partir. Considérez attentivement vos décisions, Xen, dit l'homme plus âgé en quittant la pièce. Même les titans à leur apogée ne sont qu'à un pas de l'abîme. Dièse 26. Ce n'était pas la première nuit que je devais monter la garde dans la voiture et mon dos commençait à souffrir. J'étais endolori après tant d'heures sans bouger, attendant dans la voiture cet homme qui était entré dans l'ancien entrepôt industriel. Tout était enveloppé dans un calme total, sans qu'un seul murmure ne trouble la paix. Je décide finalement de sortir du véhicule pour me dégourdir un peu les jambes. Il était 4 heures du matin. Ma légère marche et mes étirements m'ont conduit jusqu'à la porte de l'entrepôt industriel que ma cible avait choisi comme refuge. Cela ressemblait à une forteresse négligée,
avec une sécurité qui ne semblait pas particulièrement solide. Cependant, j'ai choisi de ne pas forcer l'entrée, à la recherche d'une alternative plus discrète pour découvrir quels secrets il cachait à l'intérieur. La zone industrielle, avec ses entrepôts usés par le temps et l'abandon, avait un aspect sombre. J'ai vu un mur partiellement effondré qui offrait une opportunité unique. De son sommet, je pourrais peut-être atteindre les fenêtres surélevées de l'entrepôt, à environ 3 mètres du sol, inaccessibles depuis la rue. Ces fenêtres, dans leur position élevée, pourraient être mes yeux sur l'intérieur mystérieux. Au fur et à mesure que je grimpais, le silence de la nuit devenait plus palpable, brisé seulement par le craquement occasionnel d'une brique détachée du mur. Depuis mon guetteur improvisé, la scène à l'intérieur de l'entrepôt était déconcertante, une obscurité totale sans aucun signe de mouvement ni de présence humaine. Cependant, j'étais sûr que l'individu que je suivais n'était à aucun moment parti. Où aurait-il pu se cacher ? Je descendis du mur avec ces questions tourbillonnant dans ma tête et me dirigeai vers l'entrée principale, la même par laquelle j'avais vu le sujet entrer. Armé d'un morceau de fer trouvé par terre et m'en servant comme d'un levier, j'ai forcé la porte à s'ouvrir, son verrou cédant avec un bruit qui résonnait dans le calme de la nuit. Je m'arrêtai un instant, conscient du bruit que j'avais fait et du fait que je désobéissais aux ordres directs. Après quelques secondes d'attente tendue, j'ai ouvert la porte avec précaution. L'obscurité à l'intérieur était aussi absolue que depuis mon point d'observation extérieur. Aucun bruit de machine, de ventilation ou d'alarme ne pouvait être entendu. Un silence sépulcral régnait à l'intérieur. J'avançai prudemment, profitant de la faible lumière qui pénétrait à travers les fenêtres brisées, mais elle était si faible qu'elle ne me permettait pas de voir le sol avec suffisamment de sécurité pour continuer à marcher. J'ai donc sorti la lampe de poche que j'avais toujours sur moi pendant mes gardes, je l'ai allumée et j'ai découvert qu'une fois de plus, ma cible avait disparu. L'intérieur de l'entrepôt était complètement vide. Mais alors, s'il ne s'agissait pas d'un entrepôt, d'où cet homme étrange se procurait-il ces appareils ? Et plus important encore, où était-il maintenant ? Dièse 27. Ce matin-là, j'avais prévu de rencontrer une délégation canadienne intéressée par ma proposition économique pour l'atome Carrier dans un hôtel situé au centre de la ville. J'ai quitté l'entrepôt industriel avec ma mallette en cuir et un ensemble de Carrier à l'intérieur, qui me servirait pour quelque chose que j'avais commencé à appeler en plaisantant le truc. Bien que je l'ai joué à de nombreuses reprises, je n'ai jamais cessé de prendre plaisir à observer les réactions des gens lorsqu'ils voyaient l'effet de l'eau entrant par un appareil et sortant par un autre. Au milieu de mon voyage, un petit homme m'a arrêté. « Excusez-moi. Je cherche un atelier par ici. En connaissez-vous ? » Il a demandé. « Je suis désolé, mais je n'en connais aucun. Je ne viens pas d'ici, » dis-je en essayant de l'esquiver sans y accorder beaucoup d'importance. « Tu n'es pas du coin ? » dit-il en s'arrêtant pendant que je m'éloignais. Je pensais que c'était le cas, en te voyant sortir de la zone industrielle. Il n'aurait pu savoir que j'avais quitté la zone industrielle que s'il m'avait suivi. Je m'arrêtai et me tournai vers l'homme. « Que voulez-vous vraiment ? » dis-je en adoptant une position défensive, anticipant des ennuis. « Je m'appelle Alex et je viens du ministère de l'Intérieur, » a-t-il déclaré en s'approchant de moi. Je restai figé, m'attendant à un discours répété et prévisible. En s'approchant de moi, il apportait à sa bouche une cigarette battue et l'a allumée, qui avait depuis longtemps perdu sa forme originale à cause de tant d'usure. « Je te suis depuis plusieurs jours, » a poursuivi Alex, et j'ai été surpris par ta capacité à m'échapper. Surtout ce soir, dans ton entrepôt industriel. Je ne m'éloigne de personne, répétai-je ironiquement, reprenant le même terme qu'il avait utilisé. C'était alors vous qui étiez à la porte ? Je pensais qu'il vous avait appris à ouvrir les portes sans que cela se remarque. Je m'en fichais du tout que tu saches que j'étais entré, répondit-il. Mais savez-vous ce que j'ai trouvé le plus étrange ? Dit-il en prenant une autre bouffée de sa cigarette dégoûtante. Il n'y avait rien à l'intérieur de l'entrepôt. Et que voudriez-vous que je réponde à cela ? Dis-je en le confrontant. Et si on commençait par la vérité ? La plupart des gens qui veulent connaître la vérité ne cherchent pas vraiment à la connaître. Ils recherchent simplement une réponse qui ressemble beaucoup à ce qu'ils veulent entendre. Dièse 28. Mon invention, conçue pour révolutionner le transport et la distribution des ressources, n'a pas été bien accueillie par tout le monde. Les entreprises et les lobbies politiques, accrochés au statu quo, considéraient mon innovation comme une menace pour leurs profits, tandis que les États y voyaient un défi à leur hégémonie. Cependant, les impacts positifs étaient évidents, des régions arides se sont transformées en oasis et le réchauffement climatique semble atténuer.
Malgré mon succès mondial, il y a eu une perte locale. Martha, incapable de supporter un environnement de danger et de pression constant, s'est éloignée de moi. Moi aussi, je me suis senti harcelé par des menaces émanant d'entités inconnues dont les intérêts étaient lésés par mon travail. Alors que les entreprises luttaient pour s'adapter à un monde où la pénurie d'eau n'était plus un problème, mon intérêt pour les compensations financières s'est estompé. Comme dans un jeu, une fois que vous êtes sur le point de le terminer, les pièces trouvées sur ce chemin final perdent leur valeur. Ils cessent d'être significatifs. Dans ce nouveau paysage, les communautés marginalisées ont commencé à prospérer, tirant parti des possibilités offertes par The Atom Carrier. En regardant ces changements, je me sentais fier mais inquiet. Quel serait l'avenir politique et économique de ce nouveau monde que j'avais contribué à remodeler? Étais-je devenu Pandore, libérant des forces indépendantes de ma volonté? Les nations et les entreprises ont dû s'adapter à un monde où l'eau était abondante. J'ai présenté une variété d'appareils destination à la population, depuis des anneaux capables de fournir de l'eau à une seule famille jusqu'à de grandes unités pour des industries clés comme l'agriculture. La crise de l'eau appartient désormais au passé. Je savais que mon travail avec The Atom Carrier était loin d'être terminé. J'avais déclenché des changements importants et je devais maintenant naviguer dans ce nouveau monde que j'avais contribué à créer. En réfléchissant à ces problèmes alors que je me dirigeais vers l'ancien entrepôt industriel que j'utilisais comme portail entre mon monde réel et celui-ci, je n'ai pas été entièrement surpris de sentir le métal froid d'un revolver se presser contre la nuque. Le bruit du coup de feu a brièvement résonné avant que la secousse soudaine d'une mort simulée ne me réveille. J'avais toujours su que mon interférence dans les délicates équations économiques d'entités puissantes pouvait me mettre en danger, mais je n'avais pas prévu que ce risque se matérialiserait si tôt et de cette manière. Le printemps était arrivé dans le désert et le froid au pôle. C'était une faine aussi fausse qu'incroyable, mais elle avait été compilée de cette façon.